Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La Matrescence, vous écoutez l'épisode 131 de la saison 5. La matrescence, ça te dit quelque chose, ce mot ? Allez, pour faire court, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère, no big deal. Depuis 4 ans maintenant, ce podcast s'intéresse aux bouleversements majeurs que peuvent vivre les femmes à leur entrée dans la parentalité. Et tu sais quoi ? La patrescence, ça existe aussi. Donc ce podcast s'adresse à tous les parents, ou non d'ailleurs, qui veulent cheminer ensemble vers un monde meilleur et plus accueillant pour leur enfant. Oui, parce qu'ici, on parle aussi éducation et j'assume complètement aborder des thèmes dits d'éducation bienveillante ou respectueuse. Tous les vendredis, je reçois des spécialistes passionnantes et passionnants pour t'expliquer ce nouveau monde dans lequel tu as mis les pieds. Et au fait, je suis qui moi ? Je suis Clémentine Sarlat. J'ai créé ce podcast à l'arrivée de ma première fille en 2017, le tsunami de ma vie. Et à la base, je suis journaliste dans le sport, à la télé, mais j'aime bien avoir 1000 casquettes, donc tu m'as peut-être déjà aperçue dans ta télé pour parler rugby ou tennis. J'ai 3 filles, assez rapprochées, et j'ai accouché 2 fois à la maison, et ça aussi, ça fait partie de qui je suis. Allez, bienvenue dans ce podcast, let's go. Nous sommes beaucoup de parents à nous intéresser aux relations sociales de nos enfants. Lorsque notre enfant est bien intégré dans la cour de récré ou au sein de la crèche, nos inquiétudes s'envolent. Mais que se passe-t-il quand notre enfant rapporte des problématiques d'exclusion, d'isolement, de moquerie et donc de grandes souffrances ? Emmanuelle Piquet est psychopraticienne, autrice, conférencière et spécialiste du harcèlement scolaire. Depuis plus de 20 ans, elle s'intéresse aux mécanismes du harcèlement en accompagnant des enfants de tous horizons pour les aider à gérer cette situation douloureuse. À travers sa formation de l'école Palo Alto, dont elle explique les fondements dans l'épisode, Emmanuelle, avec son humour franc, raconte comment les enfants ont toutes les ressources en eux pour changer de posture face à leur harceleur. Elle nous explique aussi comment nous, en tant que parents, pouvons avoir une incidence parfois néfaste, malgré nos bonnes intentions, en voulant intervenir sans outiller nos enfants pour leur apprendre à se défendre. Dans son dernier livre, Votre enfant face aux autres, aux éditions Les Arènes, Emmanuelle vous donne des cas très concrets pour accompagner au mieux votre enfant dans sa vie sociale, quelle qu'elle soit. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Clémentine. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour parler d'un sujet important quand même, nos enfants avec les autres et par extension un petit peu les problématiques qu'on retrouve à l'école avec nos enfants scolarisés. Déjà, j'avais une première question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la philosophie de l'école Palo Alto ? Alors, c'est une philosophie très particulière qui au fond, s'inspire de ce qu'on appelle la systémique, c'est-à-dire l'idée qu'on va analyser des systèmes plutôt que des individus. Déjà, ça, c'est un premier principe. Le deuxième, qui est fondamental dans l'école de Palo Alto, c'est que ce que ces penseurs ont mis en exergue de façon, je trouve, extrêmement esthétique, de mon point de vue, intellectuellement parlant, c'est que c'est souvent ce qu'on met en place pour résoudre un problème qui non seulement ne le résout pas, mais l'alimente, voire l'aggrave. Et donc, à partir du moment où ils ont mis ça en exergue, ils se sont dit, si cela est vrai, alors ça veut dire qu'il faut qu'on aide les patients qui nous font confiance pour les aider à sortir de ces situations. Il faut qu'on les aide, ces patients, à faire exactement l'inverse de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, puisque c'est ce qu'ils ont fait jusqu'à présent qui, visiblement, alimente, voire aggrave le problème. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont réfléchi à comment faire prendre, finalement, des virages à 180 degrés aux patients qui les accompagnaient. Ça donne lieu à des choses très intéressantes parce que ça modifie complètement la perception qu'on a des problèmes. On voit plus les choses simplement d'une façon linéaire en disant, par exemple, je sais pas moi, c'est parce que mon gamin ne fait rien à l'école parce qu'il est complètement léthargique et qu'il n'a pas compris qu'il serait libre s'il faisait correctement ses devoirs. Donc, comme il n'a pas compris ça, c'est parce qu'il n'a pas compris ça que je m'assois à côté de lui tous les soirs pour essayer de le pousser, etc. Force est de constater que ça marche pas très bien. Et donc, notre travail va consister parfois à modifier cette perception en disant, est-ce que c'est pas plutôt parce que vous vous asseyez à côté de lui chaque soir pour faire ses devoirs qu'il est complètement léthargique puisqu'il se dit de toute façon, maman étant passionnée par ma scolarité, c'est son hobby, eh bien j'ai pas besoin de trop m'y mettre en fait. Donc c'est vraiment un changement de perception du problème dans un premier temps, la philosophie de l'école de Palo Alto.
Juste cette notion de système, c'est vraiment l'idée que on a une influence chacun l'un et l'autre et vice versa sur tout ce système qui peut être juste un système familial, le système à l'école. Tout est un système finalement, toutes les interactions. En commençant par le couple, si je puis me permettre, qui est sans doute le système le plus le plus complexe, on va dire. Alors que c'est bizarre, c'est là où il y a le moins de personnes normalement. Et pour autant, il s'y passe des choses assez intéressantes et qui, en effet, sont ponctuées par chaque protagoniste de façon totalement inverse, en fait. Et la réalité interactionnelle, c'est que les deux visions sont justes. Et donc ça, c'est très intéressant, notamment parce que ça dit à nos enfants, lorsqu'on travaille avec eux, avec cette philosophie-là, ça dit à nos enfants qu'ils ont toujours un impact sur la relation dans laquelle ils sont. Et ça, c'est un apprentissage majeur pour la suite, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui considèrent que parfois dans des relations on n'a aucun impact en fait, on peut rien faire, on est complètement impuissant, il faut faire intervenir des tiers parce que voilà, alors que je parle d'une relation d'adulte à adulte ou d'enfant à enfant, quand il n'y a pas d'asymétrie de pouvoir, etc., on a toujours un impact sur la relation. Et comme nous en fait notre philosophie en effet c'est que on ne soigne pas des gens mais des relations, et ben ça tombe bien puisque ce sont souvent les relations qui nous font souffrir en fait. Dans l'introduction de votre dernier livre, Votre enfant face aux autres, vous expliquez que les relations sociales chez les enfants sont beaucoup plus mises en avant aujourd'hui dans la parentalité. Et je pense que mon podcast, finalement, c'est un bel exemple de ça. Beaucoup plus qu'avant. Donc, il y a une pression sur les épaules des parents de faire en sorte que nos enfants soient épanouis, qu'ils soient heureux. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on s'y intéresse beaucoup plus ? Alors, je n'en ai pas la moindre idée parce que je ne suis malheureusement pas sociologue. J'adorerais, vraiment, ça me passionnerait. Je n'en sais rien. Ce que je pense, c'est que d'une certaine façon, il y a eu une importance donnée depuis un certain temps à la capacité à être en réseau, en fait, professionnellement parlant. Je pense que ça vient en partie de là. Je dis pas qu'il y a que ça, mais ça vient en partie de là, et que du coup, il nous semble important à nous parents, enfin surtout à vous jeunes parents, parce que moi, ça y est, j'ai passé le cap depuis longtemps. Mais les jeunes parents, en effet, se disent c'est hyper important que mon enfant puisse se mouvoir de façon assez souple, assez agile, dans des réseaux différents, divers et variés. Il y a, je crois, aussi quelque chose qui nous vient des États-Unis, qui est cette notion de popularité ou de réputation qu'ils ont vu dans les séries, qu'on a vu, que vous avez vu aussi vous dans les séries, nous beaucoup moins parce qu'on est trop vieux. Mais et puis je pense que oui, c'est quelque chose avec les réseaux sociaux. Il y a quand même un certain nombre de parents qui vont regarder le nombre de likes qu'ils ont sous leurs différentes publications sur les différents réseaux, et donc il y a quelque chose de l'ordre de, on a envie d'être adoubé relationnellement parlant, socialement parlant, beaucoup plus qu'avant. Et ça, les enfants le voient. Et comme c'est l'éducation silencieuse, vous le savez mieux que personne, qui prime, eh bien quand on voit ça, on se dit donc c'est important, évidemment pour mes parents, que je sois aimable au sens digne d'être aimé, etc. Et le problème, c'est que c'est quelque chose de profondément intime, en fait, la relation amicale, notamment amoureuse aussi, évidemment, mais c'est quelque chose de profondément intime. C'est-à-dire que voilà, c'est quelque chose qui est de l'ordre du désir, de mon point de vue, un désir relationnel, un désir de plaire à certains et pas à d'autres parce qu'on s'en fiche. Et donc, quand le regard parental vient là-dessus en disant je te demande s'il te plaît mon amour, même si on le dit très gentiment, d'être aimé par les autres, on est sur quelque chose qui peut vite dérégler. En fait, c'est cette métaphore moi que j'aime bien parce que je trouve qu'elle dit bien ça. C'est l'histoire d'un mille-pattes qui se promène et puis il rencontre un escargot, et l'escargot lui dit tiens, je suis hyper contente de te rencontrer parce que ça fait longtemps que je me pose la question de savoir comment est-ce que tu fais toi pour marcher sans jamais t'emmêler les pinceaux, comment tu fais pour mettre une patte, deux pattes, trois, ainsi de suite jusqu'à 1000 sans jamais trébucher, c'est hallucinant. Et donc le mille-pattes réfléchit puis il dit je sais pas te répondre, j'en sais rien. Bon bref, et donc l'escargot part un peu déçu, et là l'escargot veut repartir et il peut plus. Parce qu'il est en train de réfléchir à la façon dont il marche. Et quand on commence à réfléchir à ce genre de choses, qui procèdent encore une fois de l'intime, du naturel, du désir, alors on se dérègle en fait. Et j'ai l'impression que du coup, sans le vouloir, à certains moments, on met un tel projecteur en fait sur leurs compétences sociales que le risque, c'est que du coup, ça devienne en fait un peu des rigidités au fond, parce qu'ils sont un peu stressés, parce qu'ils ont un peu cette pression-là. Vous avez écrit beaucoup de livres, donc là je parlais du dernier, mais vous avez notamment accordé beaucoup d'écrits sur le harcèlement scolaire, le chagrin scolaire. Vous avez créé ça, le chagrin scolaire. Pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé à ce thème ? Alors, en fait, il s'est passé que quand j'ai monté ma première consultation, j'ai eu très vite des enfants et des adolescents parce que je m'entends très bien avec eux. Je m'entends extrêmement bien avec eux. En fait, un peu comme les sœurs Tatin, vous voyez, qui n'ont pas fait exprès, moi c'est pareil. Je leur posais toujours la question,
au début, qui était comment ça se passe dans la cour de l'école. Mais c'était juste un peu un réflexe en me disant, voilà, c'est pour essayer de screener l'ensemble de la problématique. Et je posais cette question à des enfants qui venaient pour des tableaux symptomatiques très différents. Ils venaient soit pour des énurésies, soit pour des crises de colère, soit pour des refus d'obstacles académiques, par exemple. Et au fond, je me suis rendu compte au bout d'un certain temps que 8 fois sur 10, si on répondait, ça se passe extrêmement mal dans la cour. Et quand je leur disais, si j'enlève Augustin, imaginons que c'est celui qui t'embête, si je l'enlève de la surface de la Terre par une opération, peu importe laquelle, si ta souffrance est à 10 aujourd'hui, à combien elle serait demain? Et il me disait entre 0 et 1. Et je me suis dit, c'est hallucinant parce que, en fait, la plupart du temps, quand les parents me les envoyaient, ils n'avaient pas fait le lien entre le symptôme et la souffrance en milieu scolaire de leur enfant. Et je me suis dit assez rapidement, on est en train de parler d'un enjeu de santé publique, de mon point de vue, parce que ça crée énormément de difficultés plus tard, à moyen terme, mais également à long terme, en fait. Et du coup, je me suis dit, j'ai cette espèce d'outil magnifique qu'est l'école de Palo Alto, enfin ce modèle en fait de pensée. Donc je me suis dit, il faut vraiment qu'on réfléchisse à comment est-ce qu'on peut apporter une réponse opérationnelle efficace à ces enfants-là, parce que au moment où je m'en suis emparée de ce sujet-là il y a 15 ans, il y avait à l'époque une espèce de vague écoute empathique, heureusement, parce qu'il ne fallait plus qu'on les tape, donc voilà, on les écoutait de façon empathique, mais il se passait rien de spécial, si ce n'est que on leur disait en gros, on va trouver les coupables et on va les punir. Ce qui ne fonctionne absolument pas, ce qui a été étayé par vraiment une recherche de littérature très très fournie sur le sujet. La sanction ne fonctionne pas dans les faits de harcèlement en milieu scolaire. On continue à faire ça parce que je pense que c'est politiquement correct. Et donc moi, je me suis dit, comment est-ce que on peut finalement se mettre d'une certaine manière accroupi à côté des enfants en souffrance, parce que je trouve qu'on ne s'accroupit pas assez des enfants d'une façon générale, comment on peut s'accroupir à côté d'eux et les aider à gérer cette situation qui est la leur, mais pas en faisant à leur place, en étant à côté d'eux pour qu'ils réussissent à faire changer l'inconfort de côté. Voilà. D'ailleurs, dans les dessins de votre livre, il y a toujours la situation première et la deuxième situation où le parent s'accroupit. Oui. En tout cas, l'adulte s'accroupit. Ça m'a marqué en le regardant, en lisant, de voir la première situation. Souvent, on oublie de se mettre à leur hauteur. Et dans la deuxième, on a un peu compris et on a compris qu'on doit être leur allié. Et donc, on va se mettre à leur niveau. Ça change quoi finalement de faire ça? Ça fait baisser une tension chez eux? Alors, ce qui se passe, en tout cas métaphoriquement de notre point de vue, se mettre accroupi, c'est-à-dire, en fait, en l'occurrence dans notre métier, les questionner de façon extrêmement concrète sur la dernière fois que Félix t'a embêté, c'était où, c'était quand, il a dit quoi exactement, qu'est-ce que t'as répondu, qu'est-ce que t'as fait ensuite, comme si on était en plongée sous-marine dans la cour de récréation avec eux. Ça fait que on va regarder le problème avec un regard d'enfant et non pas avec un regard d'adulte. Parce que le regard d'adulte, précisément sur la problématique du harcèlement en milieu scolaire, est un regard extrêmement filtré par plein de choses que je comprends parfaitement, qui sont l'indignation, qui sont les bons sentiments, qui sont la volonté que, évidemment, ça s'arrête, mais qui sont, encore une fois, filtrés par des codes adultes. Or, le problème, il est entre deux enfants, il n'est pas à notre niveau. Et donc, je trouve que ça fait des loupes déformantes qui nous font intervenir de façon très peu adaptée, en fait. L'idée principale de votre philosophie et ce que vous développez là dans le livre, c'est de dire que on doit apprendre aux enfants et aux adolescents à se défendre seuls, mais pas sans nous, pas non accompagnés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous voulez dire là-dedans? Donc, en effet, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, au fond, nous, ce qu'on pense, c'est que la matière la plus importante à l'école, au collège et au lycée aussi, pour nous, c'est pas l'histoire géo ou les mathématiques. Pour nous, c'est la relation. On pense que vraiment, c'est ce qu'ils vont apprendre en fait très tôt et de plus en plus tôt, c'est des relations, à la fois des relations simples et tout à fait fonctionnelles, et puis à la fois des relations plus compliquées, voire dysfonctionnelles. Et nous, on pense qu'un apprentissage majeur, c'est de savoir, d'une certaine manière, gérer des gens qui ont des comportements problématiques. Parce que il y en a partout. Et que, évidemment, c'est pas parce que la dernière sonnerie du lycée a retenti que tout à coup, à l'université ou dans l'entreprise, les relations problématiques s'arrêtent. C'est pas vrai, en fait. Il y a une compétence à savoir gérer ça, à savoir d'une certaine manière faire respecter son intégrité physique et psychique. Et ce qu'on pense, c'est que comme l'institution, d'une façon générale, sur ce sujet-là, des relations dysfonctionnelles, en tout cas harcèlement en grande partie, l'institution
est plutôt dans une démarche de faire à la place de l'enfant. Donc, c'est-à-dire que l'enfant ne fait aucun apprentissage. Ça veut dire qu'en gros, on va intervenir à sa place auprès des harceleurs, auprès des témoins, on va faire en sorte qu'ils arrêtent. Eh bien, nous, on considère que l'enfant, il fait aucun apprentissage là-dessus. Ça veut dire que au prochain fait difficile, il saura toujours pas faire. Donc, pour nous, faire ça, c'est l'inverse d'un constat d'échec. Pour nous, c'est au contraire extrêmement intéressant de pouvoir aider l'enfant à grandir en compétence sur ce sujet-là. Parce que c'est une compétence que de savoir gérer ce type de relation. Et de façon assez classique, pédagogiquement, on sait très bien que pour intégrer quelque chose de façon claire, il faut avoir fait une expérience émotionnelle correctrice, c'est-à-dire qu'il faut l'avoir mis en œuvre pour se l'approprier. Et donc nous, c'est pour ça qu'on se met à côté, un peu comme on pourrait dire quelqu'un qui assure un enfant en escalade, c'est-à-dire qu'on va être à côté de lui ou en dessous de lui, on va l'étayer, on va être là, on va le renforcer, enfin on va renforcer ses compétences en tout cas, mais on fera pas à sa place parce que quand on fait à la place d'un enfant ou d'un adolescent d'ailleurs ou d'un conjoint, non c'est une blague. Quand on fait à la place d'un enfant ou d'un adolescent, en fait on envoie 2 messages à cet enfant. Un premier message qui est un message qui est très congruent évidemment et très positif et qui est je t'aime et donc je t'aime donc je fais ça à ta place parce que j'ai envie que ça s'arrête, parce que j'ai peur pour toi, parce que je veux te protéger quoi en somme. Mais le deuxième message qu'on lui envoie qui est implicite également, c'est je fais ça parce que tu n'es pas capable. Parce que si tu étais capable, je le ferais pas à ta place en fait. Et donc nous vraiment, c'est vrai que notre démarche c'est de dire on va pas faire à la place, on va l'aider à faire tout seul, mais on sera toujours là pour l'aider à faire tout seul et pour ensuite débriefer pour voir comment ça s'est passé, etc. Il y a vraiment cette notion de confiance. Oui, en fait. absolument. C'est ce que je dis souvent à mes mamans un peu inquiètes. Je leur dis la confiance que vous leur faites, c'est l'acte d'amour par excellence. L'acte d'amour par excellence d'un enfant, c'est de lui faire confiance. Mais quand on a peur, c'est difficile évidemment. Je ne blâme personne. Et ce qui ressort beaucoup des histoires que vous mettez en avant donc dans ce livre où il y a plein d'anecdotes et de mises en situation, c'est qu'au final, c'est beaucoup le fait que nous en tant que parents, voir nos enfants souffrir, ça déclenche chez nous des émotions qu'on gère très mal. Et donc, en intervenant dans leur relation à une souffrance qu'on a décidé qu'elle était souffrance, parfois il y a peut-être même pas souffrance du côté de l'enfant, on met en péril la situation alors qu'il n'y avait pas forcément lieu d'intervenir à la base. Tout à fait. Moi, je crois que, franchement, je rencontre pas mal de mamans pour lesquelles j'ai la plus grande désaffection, vraiment, et des papas aussi d'ailleurs, plus des mamans, pas non plus se mentir, qui, en effet, souffrent visiblement beaucoup plus que l'enfant en question au début. Parce que, en revanche, comme vous le dites très bien, au fur et à mesure des interventions qui sont souvent de plus en plus intenses et qui donc souvent aggravent le problème, parce que en fait, je trouve que la métaphore la plus utile pour ça, c'est comme si il y avait donc un lien entre nous, puisque nous sommes en relation toutes les deux, et donc vous et moi, en effet, on a un impact sur cette relation. Donc parce que on la tient par un bout, parce que vous la tenez par un bout, parce que moi je la tiens par un bout, et donc on a un impact dessus. Si quelqu'un vient tout à coup essayer de faire en sorte que cette relation soit différente, pour une raison ou pour une autre, mais il ne tient pas cette relation par un bout. Donc, en se mettant au milieu, il va forcément faire des nœuds. C'est obligé. Quand on intervient dans un fil qu'on ne tient pas par un bout, on fait des nœuds. Et c'est quelque chose de très moderne, je trouve, de vouloir interférer dans des relations qui sont celles de nos enfants avec les autres. On le voit, par exemple, quand les parents interviennent beaucoup dans la relation avec les enseignants, en fait. Parce qu'ils sont inquiets, parce qu'ils sont tristes, parce qu'ils sont parfois en colère, quoi. Et la plupart du temps, le fait même d'intervenir génère exactement et strictement l'inverse de ce qu'ils veulent. C'est pas compliqué, c'est immédiat, en fait. Donc c'est très moderne cette façon d'intervenir dans des relations qu'on ne tient pas par un bout, et je suis tout à fait navrée de dire que c'est très genré, c'est extrêmement féminin, cette volonté de faire en sorte que tout le monde s'aime, surtout les gens qu'on aime, et donc ça, on voit des espèces de trucs horribles dans les familles recomposées à partir de là, en fait, à partir de cette volonté de voir s'aimer des gens qui, à un moment donné, s'aiment pas tellement, quoi. Comment est-ce qu'on fait alors pour trouver la bonne limite entre, je me positionne en tant que parent, qu'il y a un enfant qui est harcelé, on veut le protéger évidemment, parce que c'est pas l'idée de dire non, c'est comme ça, le harcèlement il y en a partout. Ah non, pas du tout. Donc qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour protéger de la bonne manière notre enfant et l'outiller correctement? Alors, déjà il y a un premier point qu'il faut bien avoir en tête parce que c'est quand même extrêmement intéressant, c'est que à peu près 70% des enfants et des adolescents n'en parlent pas à leurs parents. C'est énorme comme pourcentage. Il y a un livre là qui vient de sortir, qui est une thèse en fait, qui est sorti au PUF, qui s'appelle À l'école de la bonne réputation, je crois, ou l'école de la réputation.
quelque chose comme ça, et qui a interrogé des collégiens pendant un certain nombre de mois, voire d'années, et qui dit il y a un peu plus de 30% des enfants seulement et des adolescents seulement, des collégiens, qui pensent qu'un adulte est efficace quand il intervient dans une situation de harcèlement. Un peu plus de 30%. Donc je vous laisse imaginer comme c'est incroyable, quoi. Enfin, donc, moi ça ne m'étonne pas, mais je veux dire, j'ai l'impression que l'institution ne se rend pas compte de ça. Et donc, une première chose très opérationnelle, quand on a le sentiment, parce que j'ai souvent cette question en conférence, quand on a le sentiment que son enfant est en difficulté, mais qu'il ne nous en parle pas, c'est-à-dire que quand on l'interroge en disant ça va chérie, c'est ce que font les adolescents, hein, en primaire ils parlent plus tôt, mais au collège c'est beaucoup plus compliqué, et qu'ils disent non ça va bien, fous-moi la paix, tout va très bien, mais qu'on sent que c'est pas le cas. Je crois qu'il y a quelque chose de très important à dire. C'est, je comprends que tu n'aies pas envie de m'en parler, parce que parfois les adultes, on intervient de façon un peu maladroite, donc je comprends que tu n'aies pas envie de m'en parler, mais sache que si tu m'en parles, je ne ferai rien avec lequel tu ne seras pas strictement d'accord. Donc ça, c'est très facile à dire, c'est extrêmement difficile à tenir, parce que souvent quand on dit ça, l'adolescent s'ouvre et là il vous dit des choses en tant que maman que vous n'avez pas envie d'entendre, ou en tant que papa. Donc effectivement, vous pouvez alors tout à coup entendre des choses horribles, parce que je pense que c'est une des souffrances les plus horribles en fait, de constater que son enfant est détesté, que son enfant est méprisé, que son enfant est mis à l'écart. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose d'animal là-dedans. Moi, je trouve que c'est tripal, ça prend au rein. On a envie de tout défoncer, on a envie de tuer tout le monde. En gros, ce que je comprends parfaitement. Sauf que eux savent. Et ça veut dire que, à partir du moment où on est submergé par cette émotion de tristesse, de colère, etc., on a envie d'aller voir le chef d'établissement, on a envie d'aller voir les parents des harceleurs, on a envie d'aller voir les harceleurs tout court. Bref, on a envie de faire toute une série de choses. Et je crois que si l'enfant dit à ce moment-là, je te demande de ne pas le faire, alors il faut l'écouter. Il faut l'écouter et il faut lui dire d'accord, mais donc il faut qu'on réfléchisse à d'autres façons de faire, et peut-être toi tu peux faire des choses, et à ce moment-là on va y réfléchir. Et c'est pour ça moi que j'ai écrit ces bouquins, hein, notamment celui Je me défends du harcèlement pour les enfants, qui permet épaule contre épaule avec le papa ou la maman de lire des histoires qui mettent en scène des enfants qui sont sortis en fait de ce cercle vicieux abominable. Et ce que je leur dis en fait souvent quand je vois des enfants en conférence, je leur dis, et qui me posent cette question-là, et qui disent donc qu'est-ce qu'on fait? Je dis, il faut parler à un adulte, mais un adulte dont tu sais qu'il ne te forcera pas à faire des choses avec lesquelles t'es pas d'accord. Et il y en a pas forcément énormément d'adultes comme ça. Je dis pas qu'ils le font par méchanceté, hein, pas du tout, ils le font par inquiétude et par amour, hein, on est bien d'accord, mais le cocktail inquiétude-amour, souvent c'est pas génial. On n'a qu'à voir dans les couples. Voilà. Donc, du coup, notre idée, c'est vraiment de se dire, on va regarder dans la situation ce qui se passe et on va trouver une parade, une forme de résistance comportementale qui va consister au fond, non seulement à créer de l'inconfort chez l'autre en le faisant tomber de son piédestal de harceleur, hein, pas de son piédestal tout court, on n'attaque jamais l'être, mais plutôt d'essayer de ridiculiser sa posture de harceleur, tout en faisant de l'autodérision. Parce qu'on s'est rendu compte de quelque chose de fondamental, c'est que les enfants, comme les adultes d'ailleurs, capables d'autodérision ne se font pas harceler. Ils se font pas harceler parce que, au fond, quand on sait rire de soi-même, il y a plus de place pour que les autres rient. Et c'est difficile d'ailleurs parce qu'ils ont pas envie de faire de l'autodérision sur le sujet sur lequel ils sont harcelés la plupart du temps, qui est un sujet douloureux, et c'est pas par hasard que le harceleur s'en empare en fait de ce sujet-là, enfin qu'il appuie dessus. Mais avec ces deux ingrédients-là, c'est-à-dire l'autodérision et le fait de rendre ridicule la posture du harceleur, alors on obtient des résultats absolument incroyables. C'est-à-dire que nous, on fait évaluer toutes nos thérapies, en fait. Hein. On reçoit, nous, à peu près un peu plus de 500 enfants adolescents harcelés par an. Donc, on a la base quantitative la plus fournie d'Europe francophone. Et puis, on se contente pas de les écouter, vous l'avez compris, on les accompagne pour sortir de ça. Et donc, on fait évaluer nos thérapies. Et donc, on les fait évaluer au bout de 3 mois après la fin de la thérapie. On les fait évaluer 2 ans après la fin de la thérapie. Et notamment, il y a une question dans ce questionnaire qui est, sur une échelle de 0 à 10, si ta souffrance était à 10 et que 0, ça va très bien, à combien est-elle aujourd'hui? Et nous, on considère que la thérapie est un succès quand la souffrance a diminué de 50% au moins. Et donc, on a à peu près 82% de situations où la souffrance a diminué de 50% au moins. Alors, c'est pas suffisant, hein, on préférerait avoir 100%, mais il y a plein de raisons qui font que parfois c'est hyper compliqué. Donc, on a vraiment des résultats avec ça. Alors, pour donner un exemple, parce que c'est un peu abscon là pour l'instant, j'en prends un des plus récents là parce que vraiment il m'a beaucoup touchée. C'est un petit garçon de CE2, on va l'appeler Jules. Et Jules, en fait,
se fait insulter. Donc Jules est noir et il se fait insulter par 3 gamins de la classe. Enfin, insulter. Il le traite de singe, en fait. Et ils imitent un singe, en fait, quand ils le croisent. Et il y en a même un qui a acheté des cacahuètes et qui lui a acheté des cacahuètes pendant la récréation. Très bien. Donc, les parents ulcérés, évidemment, en réfèrent à la directrice, qui est ulcérée, évidemment, également. Donc, il y a une heure de vie de classe qui est mise à profit pour expliquer à quel point c'est inadmissible, à quel point on arrête ça, etc. Il y a un courrier qui est envoyé à tous les parents d'élèves, parce que vraiment, c'est suffisamment grave pour que tel soit le cas. Les enfants sont punis, avec une punition assez exemplaire, dont je ne me souviens plus exactement la teneur. Et donc, il se passe que, en effet, ça s'arrête quand les adultes sont là. Parce que c'est ça que provoque la sanction, en fait. C'est que ça s'arrête quand les adultes sont là. Alors, je vous dirais, c'est déjà une bonne chose, sauf que ça continue. Et le problème, c'est que ça continue. Et ça continue, en effet, sous le radar des adultes, dans leur dos, quand ils ne sont pas là. Ça continue plutôt par des imitations muettes pour ne pas se faire attraper. Et donc, Jules est complètement tétanisé, en fait, par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il est figé. Il trouve ça tellement horrible. Il comprend même pas que ce soit possible. Enfin, comme vous et moi, il comprend pas que ce soit possible. Qu'il est vraiment sans défense, complètement démuni. Et surtout, ce que me dit Jules, c'est qu'il me dit j'ai pas trop dit aux parents que ça continuait. Donc je leur ai dit que voilà, ce serait bien que je vois quelqu'un, je veux bien parce qu'ils ont insisté, mais je préfère que tu leur dises pas trop. Donc Jules, en fait, comme plein d'enfants qu'on reçoit, d'adolescents qu'on reçoit, n'a plus confiance dans l'adulte. Et donc moi, je lui dis écoute, je suis vraiment extrêmement embêtée, donc il faut qu'on trouve quand même une solution un peu autre. Et donc je lui dis je trouve que ce serait peut-être intéressant, mais tu vas me donner ton avis, puis on va construire ça ensemble. Mais imaginons que la prochaine fois qu'il s'approche de toi en faisant des mimiques de singe, que tu les regardes en disant quand vous dites singe, en fait, vous voulez dire comme Mbappé? Donc là, il est hyper content parce qu'il me dit mais trop je ressemble à Mbappé. Je dis mais surtout que Mbappé, c'est ce qui lui est arrivé en fait. Donc si jamais ils te répondent non pas du tout comme Mbappé, il faut dire si, parce que Mbappé lui arrive la même chose, il est tombé face à des gens racistes comme vous et donc si vous pouvez continuer parce que c'est hyper valorisant pour moi, vraiment ça me fait super du bien quoi. Et s'ils disent oui comme Mbappé, il faut dire continuez parce que vraiment ça me fait du bien d'être comparé à Mbappé, vous êtes hyper chouettes les gars, vous êtes vraiment des vrais potos quoi. Et donc Jules était extrêmement satisfait. Donc moi là vraiment pour les étayer, ce que je fais, c'est que je joue le rôle du méchant, ce qui est extrêmement désagréable. Enfin bon, c'est comme ça, c'est mon métier. Je suis payée pour insulter des enfants, donc je joue les méchants. Et puis jusqu'à ce que ils répondent de façon extrêmement fluide. Vous voyez ce que je veux dire, quasi naturelle. Donc vraiment, c'est un entraînement parce que c'est des gamins encore une fois qui sont très tétanisés. Et alors, ce qui s'est passé pour Jules, et je le précise parce que c'est vraiment un chiffre qui à chaque fois nous laisse un peu assis. Dans 50% des cas, donc dans la moitié des cas, et quel que soit l'âge, vraiment du début du primaire au lycée, voire aux études supérieures, dans 50% des cas, ils n'ont pas besoin de mettre en œuvre la stratégie qu'on a élaborée, le harceleur s'arrête. Comme si le changement de posture généré par la possibilité de résister, en fait, faisait qu'ils avaient une attitude où on n'y allait plus, en fait. Alors, Jules est extrêmement énervé quand il revient 15 jours plus tard en deuxième séance. Il me dit, j'ai pas pu dire Mbappé. Je lui dis mince, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, ils sont plus venus. Et donc il m'engueule à moitié. Il me dit, je ne te félicite pas. Je dis, je suis désolée, chouchou. Vraiment, on le garde bien quand même dans son carquois, un peu parce qu'ils peuvent revenir à tout moment, quoi. Donc voilà, c'est ça notre métier en fait. Donc c'est donner des outils très concrets pour les aider à changer de posture. Et exactement. C'est que ça l'objectif. C'est que ça l'objectif. Et donc finalement la stratégie c'est la cerise sur le gâteau. Enfin je veux dire, ce qui compte c'est que on les aide à tout à coup relever la tête. C'est vraiment ça. Est-ce que les harcelés sont parfois des harceleurs? Alors, ce qu'on constate nous, c'est que parfois, et c'est un signal faible qui est intéressant d'ailleurs à analyser, parfois les enfants harcelés qui, pour certains jusqu'à présent, étaient très câlins, très pacifiques au sein de la famille et de la fratrie, particulièrement, deviennent agressifs, voire un peu cruels au sein de la fratrie. Et là, c'est embêtant parce que souvent, comme le harcèlement devient vraiment très problématique avec une angoisse très forte en début de collège, c'est à ce moment-là que ça se produit. Et là, on se dit, c'est parce qu'ils sont rentrés au collège ou dans l'adolescence, donc ils sont devenus débiles. Et en fait, ça peut être vraiment le signal faible qu'ils sont harcelés au collège, par exemple, et que du coup, le seul endroit finalement où ils sont en sécurité relationnelle, c'est à la maison, et que donc là, ils s'en donnent un peu à cœur joie pour évacuer, quoi, d'une certaine manière. Donc ça, on le constate. Maintenant,
nous, franchement, on n'a jamais entendu parler dans tous les établissements dans lesquels on travaille. On est très prescrit par l'éducation nationale, enfin en local, je veux dire par les chefs d'établissement, les CPE, les infirmières scolaires. On n'a jamais eu de gens qui nous disent dis donc vous avez outillé un tel, tout à coup il est devenu harceleur ou etc. Je pense que quand on a été harcelé, c'est tellement douloureux, c'est tellement quelque chose d'une violence inouïe que sincèrement, je pense que même intellectuellement, c'est pas possible pour eux de se dire je vais faire la même chose en fait. C'est quelque chose qui passe pas là en fait, quoi, d'une certaine manière. Maintenant, il y a en revanche des harceleurs qui tout à coup se retrouvent harcelés. Ça arrive rarement, mais ça arrive. Et là, alors la chute est extrêmement douloureuse évidemment, puisqu'il tombe de très haut, quoi, d'une certaine façon. Est-ce qu'il y a des signes à repérer pour savoir si notre enfant est en souffrance, alors scolaire non, mais dans ses relations à l'école? Donc celui-ci, qui est un signal très faible, qui est assez peu identifié, donc je le dis parce que c'est vraiment très important. On le retrouve souvent, quoi. Celui de la fratrie, d'être agressif dans la fratrie? Ouais, d'être agressif dans la fratrie, voilà, tout à coup. Alors qu'avant c'était pas le cas. Je veux dire, c'est l'écart qui évidemment qui compte. On va avoir aussi des chutes de notes un peu spectaculaires. Alors, pas passer de 16 à 13, parce que je connais les parents. Pas passer de 16 à 13, ça va. On n'est pas dans une débandade totale. Mais en revanche, un gamin qui était très bon et qui tout à coup devient vraiment en difficulté académique, ça doit alerter parce que au fond, personne ou très peu de gens ont une bande passante suffisamment large pour pouvoir à la fois gérer l'académique et à la fois gérer des souffrances relationnelles de cet ordre-là. C'est extrêmement compliqué. Il y en a qui arrivent, mais c'est extrêmement compliqué. Ça peut être vraiment des signes très physiologiques, comme le fait que le dimanche soir, il soit pris de nausées, de maux de tête, de vomissements, etc. Un laps de temps qu'il faut beaucoup regarder, je pense, si on a un doute, c'est la veille des rentrées scolaires, des courtes vacances du type décembre, février, Pâques, parce que là, au fond, moi, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils disent pendant 15 jours, j'étais au paradis et je sais que je vais retourner en enfer, en fait. Donc, il y a quelque chose dans le corps qui refuse ça, quoi. Donc voilà, grosso modo, c'est ces 3 catégories de signaux auxquels il faut être très attentif. Ça peut commencer très très tôt, ça? Oui. Alors, ce qui se passe très très tôt, c'est des escalades qu'on peut qualifier de complémentaires, c'est-à-dire un enfant de plus en plus en position très haute, de puissance, de pouvoir, d'emprise, et puis un enfant de plus en plus en position recroquevillée, basse, en face. Ça peut même arriver à la crèche, ça, en fait, par exemple, que ce soit toujours le même petit gamin qui se fasse mordre par un autre gamin qui est celui qui mord tout le temps. Donc, ça peut parfaitement arriver. Pour moi, c'est pas du harcèlement, on est bien d'accord. Mais il y a une escalade, il y a une asymétrie, en fait, entre les deux enfants. Et donc, on peut très bien intervenir à ce moment-là. Moi, je suis intervenue parfois en crèche. J'ai beaucoup supervisé aussi des enseignants d'école maternelle pour commencer justement à faire en sorte que les enfants à qui on pique sans arrêt le jouet, à qui on pique sans arrêt la place au toboggan, etc. J'avais une enseignante en moyenne section de maternelle, elle me dit, j'ai une petite qui vient en permanence, Violette, se plaindre à chaque récré, et c'est vrai, parce que soit on lui a piqué un jouet, soit parce que donc une toute petite, voilà, très, très mignonne, quoi, je veux dire, mais voilà. Et donc, en fait, ce que faisait cette petite fille, chaque fois qu'on l'embêtait, voilà, elle venait se plaindre à sa maîtresse Lou. Et Lou me disait, je n'en peux plus. C'est-à-dire que le côté, je viens toutes les 10 minutes, voilà, expliquer à quel point c'est douloureux. Ça m'agace, ça commence à m'agacer, alors que bon, elle est très mignonne, mais ça commence à m'agacer. Et puis elle dit, puis surtout, j'ai le droit à ma récré aussi, moi, en fait, finalement, voilà. Bon, bref. Et donc, ce qu'elle faisait, en fait, Lou, au départ, avant qu'on en parle, en supervision, c'est qu'elle allait vers les enfants en question, qui étaient souvent un peu les 3 mêmes, à tour de rôle. Et elle leur disait, qu'est-ce que j'ai expliqué, Edgar, qu'est-ce que j'ai expliqué en classe, qu'on ne tape pas, qu'on ne fait pas de méchantes choses. Enfin bref, le discours habituel, quoi. Et les gamins, c'est ça qui est mignon, c'est qu'ils sont assez contris, ils disent, oui, oui, d'accord. Bon. Et puis ça recommençait un quart d'heure plus tard. Bref, donc elle me dit, ça marche pas du tout, je suis vraiment hyper embêtée. Donc, elle a dit à Violette la chose suivante, elle lui a dit, en fait, j'ai l'impression que chaque fois que tu viens me voir, parce qu'ils t'ont embêté et que du coup je vais les voir pour qu'ils changent de comportement, eux se disent mais en vrai Violette c'est un gros bébé quoi. La preuve elle va toujours voir la maîtresse, donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer à l'embêter parce que c'est qu'un gros bébé. Et donc elle lui a dit, donc Violette, je pense que ça marche pas ça, donc il faudrait qu'on essaye autre chose si tu veux bien.
Donc, elle lui dit, ce qui serait intéressant, c'est que la prochaine fois que Edgar ou un des deux autres s'approche de toi, on va considérer que c'est pas pour te demander en mariage, mais que c'est pour t'embêter ou te voler un truc. Donc, à ce moment-là, ce que je te propose, c'est de faire une grimace assez moche et de pousser un cri un peu strident pour créer une espèce de choc comme ça, un peu. Et là, Violette répond... Misogynie intériorisée. Violette répond, je veux pas être moche devant les garçons. Donc là, j'ai dit, eh bien, je n'aiderai pas cette personne. Non, c'est pas vrai. J'ai dit, d'accord, bon, très bien. Donc, on va trouver autre chose. Donc, Lou lui dit, c'est Lou qui a trouvé, c'est pas moi. Lou lui dit, bah, écoute, alors on va faire autrement. Il faut que tu dises une phrase en restant jolie, mais une phrase un peu forte, un peu que tu cries et puis un peu sèche, quoi, en fait. Hein. Et donc, ensemble, elles ont choisi que Violette dise, tu arrêtes ça tout de suite maintenant, mais un peu fort, quoi, un peu sec. Et donc, Lou raconte qu'au récré d'après, elle l'entend 2-3 fois le dire et qu'elle vient plus la voir. Donc, elle est extrêmement satisfaite. Et puis, vraiment, elle est extrêmement fière d'elle-même. Elle se dit, je suis vraiment la meilleure maîtresse du monde, avis que je partage, hein, totalement. Et puis, les parents prennent rendez-vous. Et donc, elle se dit, bah, je pense que je vais... Elle se disait, je vais avoir un bouquet de fleurs. Hein. C'est vraiment ce qu'elle se disait, je pense. Donc, elle les attend, extrêmement très contente et tout ça. Et puis là, ils s'assoient et là, ils ont un air pas très content et ils disent... vous la trouvez comment, ce moment, Violette? Donc, Lou dit, bah, je la trouve top. Je trouve qu'elle a vraiment gagné en autonomie, notamment relationnelle. Enfin, c'est vraiment chouette et tout. Et les parents disent, ah ben nous, c'est un peu l'enfer à la maison, quoi. C'est-à-dire que nous, elle ne supporte plus la moindre frustration. Et alors, elle a cette phrase insupportable dès qu'elle est pas d'accord. Elle dit, tu arrêtes ça tout de suite maintenant. Et Lou dit, un bon? Je ne comprends pas. Donc, et en fait, c'est ça qui est drôle. C'est ce qu'on appelle les inconvénients de l'amélioration dans notre jargon. C'est qu'en fait, en effet, quand un enfant commence à reprendre confiance en lui, il reprend confiance en lui partout, en fait, hein. Et c'est ça qui est fort chez eux, d'ailleurs. Donc, il ne tolère plus d'être une poupée à la maison à qui on dit tu fais ci, tu fais ça et qui disait oui gentiment comme avant. Je comprends que c'est déstabilisant quand on est parent. Il aurait fallu prévenir ses parents. On est bien d'accord. Oui, non, mais c'est vrai. Ça me vient en tête que ma fille est en grande section et plusieurs fois elle m'a dit maman, j'ai une de mes copines, elle m'embête et elle sait que je suis copine avec sa maman. Est-ce que tu peux aller dire à sa maman que je suis pas contente? Alors je l'ai jamais fait. Bravo. J'ai essayé de lui expliquer lui demander ce qui se passait et pourquoi, mais j'ai clairement pas été capable de l'outiller elle pour que elle-même elle arrive à apaiser la tension et qu'elle s'en sorte toute seule. Bon, je suis pas allée voir la maman, mais ça m'a posé la question de est-ce que je la protège en faisant pas ça? Ça m'a perturbée. C'était pas du tout méchant et je parlerai pas du tout d'harcèlement. Je pense que c'était de la déception de sa part d'être mis à l'écart quelque part de temps en temps. Comment on fait quand c'est justement pas du harcèlement, c'est des petites moqueries, des petites mises à l'écart qui accumulées font de la peine pour aider nos enfants? Je dirais que le fait que ce soit du harcèlement ou pas n'est pas le problème. Le problème, c'est est-ce qu'il y a souffrance ou pas, et vous l'avez très bien compris. Donc, c'est à cette aune-là, je pense qu'il faut vraiment évaluer la chose, est-ce qu'il y a souffrance ou pas, et on connaît suffisamment ces enfants pour voir qu'il y ait souffrance ou pas. Maintenant, c'est extrêmement intéressant la question parce que, en fait, comme vous le savez peut-être, je sais pas, nous on le sait évidemment parce que c'est notre quotidien, mais il y a 1 an à peu près, il y a eu un décret qui est sorti pour fixer un nouveau délit spécifique pour les faits de harcèlement en milieu scolaire, un délit spécifique qui augmente les peines, à la fois financières et d'emprisonnement. Des peines assez spectaculaires. Enfin, je veux dire, vraiment, c'était pour marquer les esprits. Sur des mineurs? Moi, je trouve que ça a eu un effet pervers manifeste et qu'on voit tout de suite et qu'on avait anticipé, nous. Hein. C'est que, en fait, les enfants se sont dit, les adolescents notamment, se sont dit, il faut plus qu'on se fasse choper. Donc ça, c'est sûr. Hein. Ça, ils se sont dit ça c'est l'apprentissage qu'ils ont fait. Mais ils se sont dit, donc comment on peut faire pour plus se faire choper? Mais en continuant. C'est ça qu'ils se sont dit. Et au fond, ce qui se passe là maintenant, alors nous, on le voit de façon très claire depuis 4 mois à peu près, 4-5 mois, c'est que 40% des cas qui nous sont amenés en ce moment en consultation, ce sont des faits d'isolement. Ce sont des faits de mise à l'écart, absolument pas hostiles. Hein. En plus, c'est ça qui est horrible, hein, c'est que c'est même, enfin en tout cas, c'est une hostilité extrêmement difficilement perceptible par la communauté adulte. Et en plus de ça, même si c'était le cas, c'est impossible de sanctionner un enfant parce qu'il veut plus jouer avec un autre enfant. Ça n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, là, on marche sur la tête. Et or, ça fait souffrir autant que des faits de harcèlement. Et du coup, c'est ce subterfuge-là, parce que nous, quand le décret est sorti, on a écrit un article à cette époque-là, ce jour-là, j'ai dit, mais attention, enfin, je veux dire, attention, parce qu'il va y avoir une omerta encore plus forte qu'avant. De 2 côtés d'ailleurs, parce que tout le monde va commencer à être dans des trucs hyper à enjeux potentiels extrêmement forts. Et du coup,
notre travail là depuis depuis un an, c'est vraiment d'avoir modélisé quelque chose pour justement aider les enfants isolés à recréer du lien en fait, parce que c'est là-dessus que les enfants souffrent en ce moment. Et ça échappe totalement à la définition de l'institution. L'institution s'en moque littéralement. Et d'ailleurs, à un point tel que, je sais pas si vous aviez suivi l'affaire Dina, cette jeune fille qui s'est suicidée en début d'année, je crois, enfin, il y a un an à peu près, la procureure avait indiqué que pour elle, et je comprends ce qu'elle voulait dire, que pour elle, le suicide n'était pas consécutif à des faits de harcèlement, il était consécutif au fait qu'elle avait été exclue d'un groupe d'amis qu'elle aimait beaucoup. Comme si, du coup, c'était moins grave. Mais au fond, ce qui compte, c'est la souffrance qui a poussé cette jeune fille à se suicider. En fait, on s'en fiche. À force de trop définir les choses, on en oublie, au fond, le point le plus fondamental. Et ce sur quoi je travaille beaucoup avec les adolescents, moi, en ce moment, en consultation avec mon équipe, c'est vraiment de travailler avec eux sur l'idée que, contrairement à ce qu'ils pensent peut-être, le groupe, la bande, ça n'est pas protecteur. Eux, ils ont cette illusion-là. C'est-à-dire qu'ils se disent, si je suis dans une bande, dans un groupe, je vais être protégé par le chef, par les autres et tout ça, et donc comme une carapace, quoi. Et donc nous déjà on déconstruit un peu ça en disant en fait nous on pense que au contraire être dans un groupe c'est ultra dangereux parce qu'il suffit d'une seule tête du groupe pour que tu sois éjecté de tout le groupe, donc c'est compliqué, c'est dangereux et on doit toujours être aux aguets, enfin tout ça est très difficile et donc on va plutôt les aider à mettre en place ce qu'on a appelé nous un cordon sanitaire. Donc ce qu'on va leur dire c'est la chose suivante, on va leur dire voilà, identifie dans la cour 10 personnes qui sont inoffensives. C'est le seul critère que je veux que tu choisisses. Il faut qu'elle soit inoffensive, le plus possible. Donc, on va pas du tout choisir parmi les populaires rock et toutes les autres machins. On va choisir vraiment des gens inoffensifs, c'est-à-dire souvent des gens qui sont tout seuls, souvent des gens qui sont à deux, des gens qui sont plutôt discrets, qui sont etc. Et on va dire à ces enfants, voilà, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller voir chacun de ces enfants pendant la récré. On va dire 30 secondes, 1 minute. Donc, on travaille les phrases avec eux en disant, voilà ce que tu pourrais dire. Tu pourrais commencer en disant, t'as vu le prof de maths, ce gros bâtard, comment il... J'en sais rien. Bref, on trouve c'est une blague, mais on trouve des phases d'amorce, des sujets intéressants. Et on les pousse, en fait, à créer ce cordon avec 10 personnes en partant du principe que quand un enfant peut sourire à 10 personnes dans une cour de récréation, quel que soit son âge, et qu'il a un sourire en retour, il est protégé. Ça, on en est sûr, en revanche. Et on leur dit bien, il s'agit pas de créer des liens d'amitié. On n'en est pas là pour l'instant. Il s'agit juste de créer un cordon sanitaire autour de toi pour te protéger. Puis après, on verra ce qu'on en fait, etc. Et la plupart du temps, j'ai eu la fin d'une thérapie qui m'a vraiment hyper touchée avec une adolescente à qui on avait prescrit ça et qui me dit, je leur dis, il faut que tu sautes de rocher en rocher en fait. Il faut pas que tu restes accroché comme une moule sur un rocher. Il faut que tu sautes de rocher en rocher, que tu sois extrêmement souple. Et elle avait terminé sa thérapie en me disant, je vais tellement mieux depuis que je vagabonde. Elle a compris le concept. Est-ce que le harcèlement, c'est genré ? Oui. Alors, c'est genré, notamment sur ce qu'on vient de dire un peu, c'est-à-dire que les filles sont hyper douées pour avoir une fille dans le groupe qui leur sert de faire valoir. Ça veut dire qu'avec elles, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont parfois l'intégrer un peu, mais doucement, hein, et puis souvent l'exclure. Et puis ensuite, aller la rechercher pour la ramener, puis ensuite l'exclure, etc. Et ça donne des jeunes filles qui se laissent maltraiter, en fait, parce qu'elles ont une trouille absolue d'être exclues de façon définitive du groupe. Ça, c'est très féminin. Donc, par exemple, c'est horrible, hein, c'est des gamines qui disent, et ça, c'est absolument pas sanctionnable. C'est des gamines qui disent, voilà, je suis dans mon groupe de copines, et tout à coup, je me rends compte que personne me regarde quand je parle. Que personne rit à mes blagues. Mais en fait, j'en suis pas exactement sûre, sauf que si, en fait, hein, c'est sûr. Mais sauf que c'est difficile, parce que elle se dit peut-être c'est moi qui exagère. Enfin, elle essaie de se rassurer en se disant c'est moi qui exagère. Et puis, ça continue par tout à coup la reine qui dit écoute, je vous jure qu'elle dit ça. On est en CM2. On est en CM2, elle dit écoute, on doit faire une réunion, s'il te plaît, si tu peux nous laisser. Et tu te dis mais à quel moment tu fais des réunions en CM2, tu me fatigues en fait. Donc elles font une réunion, donc et la gamine souvent elle dit mais ça va durer combien de temps? Elle dit 10 minutes, tu nous attends là. Et puis la gamine elle attend tout l'interclasse et puis il se passe rien, elle reste toute seule. Et puis ça évolue souvent vers des attitudes du genre elles viennent pour dire bonjour à leurs copines et les copines font comme si elles la connaissaient pas quoi. Et puis pendant 3 jours elles font comme si elles n'existaient pas.
Qu'est-ce que vous voulez sanctionner ça, Clémentine? C'est pas possible de sanctionner ça. Donc ça, c'est typique du fait qu'il faut qu'on aide ces enfants à renoncer à ce groupe d'une certaine manière et aller créer des relations ailleurs, quoi. Et donc c'est très genré. Les garçons sont plutôt sur du harcèlement. Alors encore une fois, je parle de pourcentage majoritaire, hein, c'est pas, j'en fais pas une loi, mais ce qu'on constate nous, c'est chez les garçons, ce qui est beaucoup utilisé, c'est la peur de la bagarre en fait, la peur du conflit physique. Et donc des gamins qui sont tellement terrorisés à l'idée que ça puisse se terminer par de la brutalité physique qu'ils acceptent tout ce qu'on leur demande de faire en fait, quoi, d'une certaine façon. Oui, donc il y a vraiment 2 types de harcèlement et qui sont là un peu plus genrés dans les interactions sociales qui sont en même temps nos interactions d'adultes sociétales. Ça, on retrouve ce qui se passe dans la vie adulte finalement. Et là, l'apprentissage par exemple dans un groupe où on est rejeté en permanence, c'est de renoncer à ces amitiés-là, mais parfois pour se protéger. Mais parfois, c'est ce qui est le plus dur, en fait, de renoncer à cette interaction sociale qui nous... Absolument. C'est-à-dire que c'est exactement ça, vous avez tout compris. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on dit souvent à ces jeunes filles, parce que c'est souvent des jeunes filles, non? Enfin, ça peut arriver que ce soit des garçons, évidemment, mais ce qu'on leur dit, c'est qu'on leur dit, au fond, c'est comme si il y avait un château et à l'intérieur de ce château, un banquet absolument magnifique avec plein de gens qui rigolent et tout ça. Tout le monde est très bien habillé, c'est délicieux, il y a une très belle vaisselle, un orchestre de chant, enfin, tout ça est magnifique. Et tout le monde rigole beaucoup, c'est tellement drôle. Et toi, en fait, t'es pas à ce banquet. Toi, t'es dans une cage au-dessus du banquet. Et donc, parfois, il y a une dame de compagnie qui vient te donner quelques miettes. Parfois, la reine te prend à côté d'elle sur la table, mais enfin, pas longtemps, quoi. C'est que quelques fois. Puis ensuite, on te remet au-dessus du banquet parce que toi, tu fais pas partie, en fait, du banquet, exactement. Et donc, je leur dis, au fond, peut-être ce dont tu t'es pas rendu compte, c'est que la porte de cette cage, elle est ouverte. Ça veut dire qu'à tout moment, tu peux quitter la cage. Mais si tu quittes la cage, alors tu quittes le banquet. Parce que ton rôle dans ce château, c'est d'être dans la cage. Donc, tu as le choix entre 2 possibilités. Soit tu restes dans la cage et tu as quelques miettes du banquet, soit tu quittes la cage mais tu renonces totalement au banquet. Et au fond, il y a que toi qui peux décider de ce qui est le moins douloureux pour toi. Et je suis dans cette posture parce que je suis thérapeute, parce que les mamans, elles se disent, tu vas sortir de cette cage maintenant, sinon ça va mal. On est d'accord, et ça marche pas. Elles constatent que ça marche pas. Alors que nous, on est extrêmement responsabilisants. C'est-à-dire qu'on dit, les 2 sont hyper douloureux. Et c'est vrai, sincèrement, c'est fondamentalement vrai, comme vous venez de le dire. Ce qu'on constate, nous, et qui du coup est vraiment très rassérénant, c'est que même si la jeune fille décide de rester dans la cage, elle renonce à l'espoir de faire partie du banquet. Donc, elle le fait en connaissance de cause. Tout comme certains restent en couple en ayant les miettes parce que ils préfèrent les miettes que rien du tout. Et pour autant, qui on est pour les juger? Enfin, je veux dire, tout va très bien. Enfin, tout va très bien si ça va. En tout cas, si c'est le moins douloureux, alors c'est le moins douloureux. Et je pense que renoncer à cet espoir d'être au banquet, c'est très apaisant. Et puis, s'ils sortent du château, moi, ce que je leur dis souvent, c'est que je dis, si tu sors du château, dehors, il fait froid, dehors, il fait noir, et je comprends que t'aies pas envie d'y aller, quoi. Si jamais tu décides, alors je t'aiderai à ce que ça soit moins froid et moins noir, mais je peux rien te garantir, quoi. Mais ils envisagent qu'il y a une porte de sortie aussi. Ils Exactement. sont plus bloqués, en fait. Exactement. Et franchement, dans 20% des cas, elles nous répondent, je préfère rester dans la cage. Hein. Mais pour nous, c'est pas un échec. Pour nous, c'est vraiment une décision mûrement réfléchie en connaissance de cause, qui n'est pas d'ailleurs immuable. Hein. Ça veut dire que à certains moments, elles peuvent changer d'avis. Mais à ce moment-là, pour elles, le moins douloureux, c'est de rester dans la cage. Est-ce que vous comprenez les mécanismes? Pourquoi ces ados, ces enfants harcèlent? D'où ça vient? Alors, il y a deux choses. La première, c'est il faut le comprendre, et ça c'est extrêmement compliqué à faire percevoir, c'est que l'émotion présente chez le harceleur au moment où il harcèle, hein, c'est du plaisir à l'état pur. C'est un plaisir lié à la toute-puissance, en fait. C'est un plaisir lié à la perception tout à fait exacte qu'ils ont du pouvoir de nuisance considérable qu'ils ont sur la destinée de quelqu'un d'autre et sur une meute par ailleurs qui ricane. Donc tout ça est extrêmement narcissiquement plaisant. Alors on peut considérer qu'en effet c'est très immoral et que ça va pas, mais il faut bien comprendre que les enfants harceleurs, ce sont pas des enfants psychopathes, ce sont nos enfants. Là, c'est pour ça que je demande, parce que il faut bien que ce soit les enfants de quelqu'un. Si... c'est les enfants de quelqu'un, et c'est franchement pas les enfants des Les parents, c'est quand on leur dit, ils tombent des nues. D'ailleurs, ils ne le croient pas en fait. C'est pour ça que parler aux parents des harceleurs, c'est souvent tout à fait vain. Donc je vous félicite de ne pas l'avoir fait, même si c'était pas du harcèlement. Donc il y a ce plaisir fou qui est assez peu égalé. Je veux dire, il y a assez peu de plaisir équivalent à ça. Et l'autre point, assez fondamental aussi, très fondamental même, c'est que leur objectif en harcelant, c'est d'échapper au harcèlement.
Ce qui est assez pragmatiquement bien vu, parce que, en effet, quand on harcèle, souvent, on prend beaucoup moins de risques d'être harcelé. Or, la peur d'être harcelé est une peur absolument moderne dans son intensité chez nos enfants et nos adolescents. Il y a une peur panique à l'idée d'être harcelé, il y a une honte monstrueuse au fait d'être harcelé. C'est la raison pour laquelle les chiffres sont totalement faux, hein, parce qu'ils ne veulent pas dire qu'ils sont harcelés. Et d'ailleurs, on le voit dans les termes, hein, c'est-à-dire qu'une des insultes qui a le plus duré, qui continue encore, hein, mais je veux dire qu'il y a presque 10 ans d'âge maintenant, dans les cours de collège, c'est victime. Parce qu'être une victime, c'est honteux, quoi, en fait. Donc, c'est une victime, oui, c'est vrai que c'est une insulte. Moi, quand j'étais au collège, c'était une insulte. T'es une victime. C'est ça. Ouais. Donc, du coup, plaisir fou, sécurisation relativement forte, je veux dire, ils ont aucune raison d'arrêter. C'est la raison pour laquelle je ne comprends pas pourquoi l'institution continue à s'adresser à eux et uniquement à eux en disant ce serait vraiment bien que t'arrêtes parce que franchement c'est pas gentil. Et eux ils disent et puis ensuite ils continuent quoi parce qu'ils n'ont aucune raison d'arrêter. La seule personne qui a intérêt à ce que le harcèlement s'arrête, c'est l'enfant harcelé. Ouais, donc en fait c'est prendre le problème dans l'autre sens, dans le système de ce que vous apprenez et dire à l'enfant qui est harcelé, tu as un pouvoir. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on a tous tendance à dire, ouais, t'as pas le pouvoir, c'est nous, on va les plus grands, les plus costauds, on va t'aider. Et en fait, on sabote la relation et on n'a aucun pouvoir, au fait. On a très peu de pouvoir et voire on accentue leur vulnérabilité en fait à ces enfants-là. Sans le vouloir, évidemment, on veut exactement l'inverse, quoi. Donc, mais c'est en effet le risque, quoi. C'est vraiment qu'on accentue leur vulnérabilité et donc qu'on accentue l'effet de harcèlement. Donc chez les tout petits, parce que la plupart des parents qui écoutent ce podcast ont des enfants à moins de 6 ans, si on repère qu'ils commencent à avoir des signes de mise à l'écart, d'enfants qui a mal au ventre, qui se sent pas très bien, chez les tout petits, qu'est-ce qu'on peut leur faire passer comme message? Qu'est-ce qu'ils comprennent le mieux? Ils comprennent vraiment beaucoup de choses. Je veux dire, je me souviens d'un petit enfant, un petit gamin vraiment tout petit. Alors pour le coup, il était même pas en maternelle, hein. Il était en crèche. Donc, il s'appelait Gabriel en même temps. Non, je plaisante. Donc, il s'appelait Gabriel et donc il était très très doux, très calme et tout ça. Il était toujours sur un petit fauteuil à faire semblant de lire des livres puisqu'il avait 3 ans et demi, je crois, donc il ne lisait pas encore. Et puis il y avait dans cette crèche une gamine qui s'appelait Salomé et qui était elle alors une espèce de tyran à couette, enfin un truc de fou. Et en fait, à un moment donné, donc Gabriel aussi avait comme caractéristique d'avoir des très grosses joues. Extrêmement, je les ai vus, hein, vraiment, c'était un truc de fou. C'est-à-dire qu'on voyait pas sa bouche, vous voyez, ça venait cacher la bouche là. Bon bref, donc vraiment des très grosses joues. Et à un moment donné, Salomé s'en est rendu compte et elle n'a eu de cesse que de mordre ses joues, mais vraiment dans un espèce de désir presque, voilà, enfin je veux dire animal en fait. Donc elle a commencé à mordre une première fois la joue de Gabriel, mais au sang. Enfin je veux dire, c'était vraiment extrêmement moche à voir. Donc tout l'arsenal s'est mis en place évidemment, punition lui expliquer, on l'a mis au coin, on a sollicité les parents, enfin bref et tout ça. Donc 3 jours plus tard, elle mord sur l'autre joue parce qu'elle trouvait que c'était quand même là, il restait encore un peu quelques traces. Donc elle mord sur l'autre joue, donc le truc qui fonctionne pas du tout. 3 ans et demi. Hein. Donc là pareil, ils intensifient un peu la punition, enfin bref, le truc habituel. Et là, elle commence à contrôler Salomé. Donc, elles essayent d'être tout le temps sur son dos le plus possible, enfin, etc., pour pas qu'elle leur échappe, parce qu'elle leur échappait, elle était hyper maligne, quoi. Et puis, une semaine plus tard, donc, elle réussit à leur échapper et elle remord Gabriel. Et là, les parents en peuvent plus, enfin, surtout ceux de Gabriel, hein, on est bien d'accord. Mais même ceux de Salomé, ils étaient hyper honteux. Ils étaient passés à plat ventre sous les trucs de on fait croiser ceux des... Bref, enfin, c'était un peu l'enfer. Et donc, ils me demandent parce que j'étais en analyse de pratique avec eux, donc j'arrive en analyse de pratique, donc ils étaient tous en PLS, enfin, c'est un concept. Et donc, je leur dis, bon, écoutez, on va essayer d'analyser la situation un peu systémiquement. Déjà, première question, qui souffre? Parce que c'est quand même la vraie bonne question dans un système. Qui souffre? Et donc, elles me répondent, moi, nous, le personnel de la crèche. Je dis oui, tout. En effet, c'est une grande souffrance, en effet, d'être aussi démunis face à cette situation, je comprends parfaitement, mais qui souffre également, plus peut-être. Et donc, elles me disent, Gabriel, quoi. Je dis oui, en effet, je pense que c'est lui qui souffre le plus. Et je leur dis, au fond, le problème, c'est que depuis le début de cette histoire, vous ne parlez qu'à Salomé. C'est-à-dire que depuis le début de cette histoire, vous avez dit à Salomé d'arrêter, vous l'avez contrôlé, vous l'avez puni, vous l'avez sanctionné, vous l'avez moralisé, etc. Personne n'a parlé à Gabriel. C'est hallucinant. Je veux dire, juste en termes de message, ce que vous dites à Gabriel, c'est « tu n'as aucune compétence, mon chaton ». Rien, aucune compétence. C'est hyper méprisant. Et moi, je pense ça fondamentalement. C'est-à-dire que moi, si j'ai un message à faire passer, c'est que les enfants harcelés sont compétents, en fait, hein, contrairement à ce qu'on nous laisse entendre. Mais du coup, je pense que c'est un peu problématique parce que Salomé, elle a un plaisir de fou à mordre dans la joue de Gabriel pour des raisons qui lui sont propres.
avant qu'on trouve une punition, une moralisation qui soit au-dessus de ce plaisir-là, il va falloir qu'on la fouette sur la place publique. Enfin, je ne sais pas ce qu'il va falloir faire, mais ça va être moche, on est d'accord. Et donc, moi, je trouve que ce serait intéressant de s'adresser à Gabriel, plutôt, qui lui intéresse que ça s'arrête. Et donc, Gabriel, en fait, grosso modo, ce qu'il faisait, c'était sur son petit fauteuil, quand elle arrivait, parce qu'elle avait échappé au contrôle des adultes, il voyait sa tête, et lui, là, il savait ce qui allait se passer. Évidemment, il l'avait intégré. Donc, il se mettait à geindre un peu. Vous voyez ce qu'il faisait, parce qu'il savait. Il faut pas que je gêne trop fort, parce que sinon, elle va me mordre plus fort. Donc, il gênait un peu comme ça. Et donc là, elle se disait, c'est le signal, je peux y aller. Et donc, pouf, elle lui fonçait dessus, elle le mordait. Du coup, je leur dis, voilà, il faudrait qu'il arrête de geindre, parce que ça marche pas du tout. Donc, il faut que vous lui disiez la chose suivante. Il faut que vous disiez, Gabriel, il faut que tu fasses un choix maintenant que tu es grand, puisque tu as 3 ans et demi, il faut que tu fasses un choix. Soit tu restes une grosse fraise Haribo qui chouigne, et là, elle va continuer à te mordre, parce que personne ne résiste à une grosse fraise Haribo qui chouigne, on est d'accord. Soit tu te transformes en tigre rugissant, un petit peu comme on a fait avec Violette. Et du coup, ça va être plus compliqué, je lui dis, parce qu'à mon avis, je leur dis, il n'a aucune aptitude au rugissement. Je pense que vraiment, il sait pas faire. Donc, il va falloir en effet l'entraîner. Très bien. Donc, elles y vont. Donc, elles lui font le choix et lui dit plutôt le tigre, parce que donc quand même, il en a un peu marre. Et donc là, elle essaie de l'entraîner. Et là, c'est pathétique parce qu'il miaule, en fait. Il ne sait pas rugir. Donc, elles se disent, on peut pas mettre en place le plan d'action d'Emmanuel. Elles ont peur de moi, évidemment. Elles ont peur du débriefing. Non, je plaisante. Donc, elles se disent, il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Et donc, elles décident. Moi, je suis vraiment dégoûtée qu'elles aient pas filmé ce moment-là, parce que elles se sont donc cachées derrière le fauteuil de Gabriel, un peu comme ça, un peu à plat ventre par terre, quoi. Et elles ont attendu que Salomé vienne. Donc Salomé, à un moment donné, elle a vu qu'il n'y avait plus aucune personne plus grande qu'elle dans la crèche. Donc, elle s'est approchée de Gabriel. Et là, alors, elle nous dit un truc génial. Elle dit que Gabriel, quand elle s'est approchée, vu qu'il savait qu'il y avait les vieilles derrière, il a pas geint, en fait, cette fois-ci. Il a fait comme ça. Et donc, elle s'est arrêtée, en fait. Comme si, un peu, cette histoire de posture dont on parlait tout à l'heure. Et puis, finalement, l'appel de la joue étant plus fort, évidemment, elle s'est jetée sur lui pour le mordre. Et là, les deux vieilles ont sauté en rugissant et lui a miaulé. Donc, ça fait une espèce de tohu-bohu. Et là, Yamine, elle a fait un saut sur elle-même et elle a eu extrêmement peur parce que vraiment, elle s'attendait pas à ça. Et malheureusement, elle est décédée d'un AVC. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Elle est vivante, évidemment. Elle est vivante. Mais elle a fait une espèce de ce qu'on appelle une expérience émotionnelle. C'est-à-dire qu'elle s'est dit, au fond, ça se passe pas comme d'habitude et à tout moment, il peut se passer des choses désagréables, quoi. Et donc, ça suffit, en fait, pour que la personne s'arrête. Mais la plupart du temps, c'est pas du tout ce qu'on fait, La plupart du temps, on va dire à Salomé qu'il faut qu'elle arrête. Ça me fait vraiment penser, je sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo sur les réseaux sociaux d'une jeune femme qui s'est filmée des dizaines de fois dans des situations où elle se faisait harceler dans la rue par des hommes et elle faisait des grimaces, des cris, La folle, elle faisait la folle. Ouais, elle faisait enfin voilà. Et les hommes les harceleurs étaient complètement désarçonnés et donc s'arrêtaient net. Et donc elle avait gagné, elle avait pris le pouvoir sur eux parce que en fait les éduquer à ne pas harceler, c'est pas en 3 secondes dans la rue qu'elle va y arriver, on est bien d'accord. Mais par contre, de changer sa posture à elle et de leur faire peur, cette vidéo, elle est aussi drôle qu'elle est affreuse, parce que la réalité, c'est quand même la mise en danger, mais ça reprend exactement ce que vous dites, en fait. Moi, j'adore cette vidéo. C'est exactement ça. Il faudrait que je la poste, je montrerai. Mais c'est vrai qu'elle m'avait frappée. Je me dis, ouais, elle a osé. En plus, quelque part, c'est aussi genré. Nous, les femmes, on nous apprend à être douces, tranquilles et à polisser, gentilles filles et à pas répondre, à pas affirmer notre autorité et notre protection de nous-mêmes. Et quand on le fait, ça désarçonne, en fait. Complètement. Il y avait aussi cette vidéo de cette femme qui se faisait agresser verbalement, enfin sexuellement, par un mec qui passait en voiture, ou un mec qui passait en voiture, ou 2, je sais plus. Et puis il s'arrêtait à un feu rouge plus loin, et elle courait, et elle s'accrochait à la poignée, elle disait « Épouse-moi, épouse-moi !» Ils avaient super peur. En fait, on joue leur propre jeu et on détourne et ils sont ridicules, ils savent plus quoi dire et faire. Et c'est vrai que ça demande un apprentissage et c'est intéressant ce que vous dites, c'est que on doit apprendre aux enfants à répéter ces situations dans des moments où il n'y a pas de stress, pas d'anxiété, où ils sont en sécurité avec nous. Exactement. Pour leur donner ce pouvoir de dire j'ai assez confiance, mes parents ils m'ont donné confiance, ils savent que je sais faire et je vais y arriver. Exactement. On devrait faire ça, nous, les adultes aussi. Oui. Quand on a peur d'aller parler à un autre adulte, de s'entraîner avant et d'avoir... Et moi, j'ai remarqué, je fais quelque chose avec ma fille qui peut geindre, parler clairement ou faire... Et c'est très agaçant quand on est un adulte. Et je lui dis à chaque fois, utilise ta voix puissante. Et ben, en 1 seconde, ça fait pas longtemps que je fais ça fait quelques mois, mais à chaque fois, je lui dis, utilise ta voix puissante, hop, il y a plus... Bravo, c'est excellent.
Ah, mais j'ai vu ça une fois, je sais pas comment j'ai trouvé ce truc, mais c'est pas moi du tout. Je l'ai vu sur internet et je pensais pas que ça marchait, mais c'est vrai. Parce que je lui dis, t'as une voix puissante, elle existe, cette voix puissante, tu peux l'utiliser et elle est chouette et moi je t'entends mieux et je t'écoute mieux. Et c'est marrant comment le changement il est immédiat. Et je pensais pas que ça marchait, mais ça marche. C'est génial. Donc on a tous une voix puissante en nous, en fait, c'est ça que vous dites. Oui, absolument. Et on sait pas tous l'utiliser. Et les harceleurs, ils ont pas qu'on a une voix puissante parfois, hein, je pense. Il y a les deux, hein. On sait pas qu'on l'a. On sait pas qu'on l'a, oui. Parce que toute l'institution nous dit qu'on l'a pas, quand même, hein. Ok. Donc finalement, la relation aux autres, si on résume un peu, elle est dans les deux sens. Et ce n'est pas un qui agit sur l'autre et l'autre fait plus rien. C'est toujours la posture de l'un et de l'autre qui influence. Que nos enfants, on doit leur dire qu'ils sont capables et qu'ils ont une influence et qu'ils ont un pouvoir. Et que nous, en tant que parents, si on intervient trop, on fout le bordel, en gros. Exactement. C'est extrêmement bien dit, bravo. Avec toutes les bonnes intentions qu'on peut avoir, évidemment. C'est tout pas l'amour. Tout l'amour. Et donc, le meilleur amour qu'on peut leur donner, c'est leur donner confiance. Ouais. Ok. Ça paraît tellement simple que pourquoi est-ce que c'est pas quelque chose qui est automatique chez nous? Parce qu'on a une vision très linéaire des choses. C'est-à-dire que on a, depuis Descartes, on nous explique que A cause B, et que donc c'est dans ce sens. Et en fait, vraiment, l'approche de la cybernétique de l'école de Palo Alto, c'est de dire A cause B, mais B cause A aussi, et A cause B, et ainsi de suite. Et on n'a pas été élevé comme ça. Merci beaucoup, Emmanuel. C'est moi qui vous remercie, c'était un vrai bonheur. Hyper clair, mais moi, c'est moi, ça m'a appris plein de choses. Je suis ravie d'avoir fait cet épisode. On en refera peut-être sur d'autres thèmes, parce qu'il y a plein d'autres thèmes sur lesquels on peut... Avec grand plaisir. Et vous avez sorti aussi un livre pour les enfants, pour arriver à affronter leur peur. Et ça revient à la même chose, c'est de dire, quand on a peur, faut affronter sa peur. Faut essayer de jouer avec l'araignée, faut essayer de regarder le monstre qui est sous le lit, mais en fait, il n'y est pas. Et je l'ai lu à mes filles, et c'est vrai que ça met des petites graines. Donc il est super chouette ce livre, si vous voulez aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bonne journée. Merci. C'était Emmanuelle Piquet, psychopraticienne et autrice du livre Votre enfant face aux autres. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. D'ailleurs, d'après Spotify, la matrescence fait partie des 1% de podcasts dans le monde les plus partagés via WhatsApp, notamment. Alors un très 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 grand merci à vous. Pour soutenir le podcast, rendez-vous sur Patreon, www.patreon.com/Clémentine Sarlat. Et si vous cherchez des épisodes, rendez-vous sur le site www.lamatrescence.fr. Le site est à jour, je vous promets, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin dans la barre de recherche. Mettez un mot-clé et vous trouverez l'épisode qui correspond à votre envie. À la semaine prochaine, et je le dis et le redis, prenez soin de vous.